Amis téléspectateurs, bonjour. Vous regardez Et maintenant, l'émission qui revient toujours avec plaisir et toujours avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Vous connaissez le principe, hashtag Et maintenant, si vous souhaitez réagir. Aujourd'hui, avec moi sur ce plateau, des invités triés sur le volet. Ils ont l'art et la manière, ils sont très intelligents et n'ont pas peur du débat. L'incomparable Georges-Marc Benamou est là. Bonjour Georges-Marc. Bonjour Jean. Ça va, vous êtes écrivain et producteur. Je signale que 2 de vos derniers documentaires ont été sélectionnés au lauréat de l'audiovisuel. Il s'agit d'Hitler, Staline, le choc des tyrans et C'était l'Algérie. La guerre d'Algérie. C'était la guerre d'Algérie, Oui, écrit avec l'historien Benjamin Stora. Chloé Ridel, bonjour. Bonjour. Directrice adjointe de l'Institut Rousseau. Vous avez écrit D'une guerre à l'autre aux éditions de l'Aube. Merci d'être avec nous. On accueille aussi Charles Consigny, bonjour. Bonjour. C'est une première pour vous, avocat et essayiste, bienvenue. Merci. Et Rachel Kahn, écrivain et juriste. Vous publiez Les grandes et les petites choses. C'est une bande dessinée qui revient sur votre étonnant parcours. C'est à retrouver aux éditions Nathan. Merci d'être là. Dans cette émission, on se demandera si l'avenir de la planète dépend d'une taxe sur les plus riches, si l'avenir de la droite dépend d'un vote sur l'IVG. On s'interrogera sur le plan du gouvernement en matière de lutte contre le racisme et sur son programme en matière d'émigration. Tiens, encore une loi. Est-ce que celle-ci sera la bonne? On verra ça dans le détail. Mais d'abord... La séance est ouverte. Merci, Président Larcher. Le bras de fer continue autour de la réforme des retraites. Ce lundi, les députés commenceront l'examen du texte dans l'hémicycle, mais le gouvernement n'en démord pas. L'âge de départ à la retraite sera repoussé à 64 ans. Ça n'est pas négociable. Cette semaine, pourtant, près de 1 300 000 personnes ont manifesté dans toute la France, et plus que lors de la précédente mobilisation. Et pour les syndicats non plus, les 64 ans ne sont pas négociables. Écoutez. Si les élus du peuple n'écoutent pas le peuple va continuer à se détourner de ceux qui sont censés les représenter, avec le risque qu'il y ait encore plus de députés d'extrême droite au Parlement. Et ça ne sera pas les syndicats qui seront responsables de ça. J'ose dire qu'aujourd'hui, 31 janvier 2023, on a une des plus grandes manifestations qui soit organisée dans notre pays depuis des dizaines d'années. Eh bien, il faut que le gouvernement entende, parce qu'autrement, on ira vers un problème démocratique. Georges-Marc, est-ce qu'on est en face d'un problème démocratique? Est-ce qu'on est dans une impasse actuellement? Oui, visiblement. On sait maintenant qu'il y a une sorte de compte à rebours avec le fameux article 41 qu'on découvre. 47.1. Moi, je connaissais le 49.3 et on découvre le 47A avec ce compte à rebours, faut 50 jours, etc. Donc, qui va perdre cette bataille autant politique que de l'opinion? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que ce sont ceux qui déposent les 20 000 amendements? Mais il y a quelque chose qui est un peu inquiétant du point de vue du gouvernement. C'est vrai que il y a deux clignotants. C'est est-ce que la droite et les Républicains vont tenir? Est-ce que le groupe des dissidents de M. Pradier, qui veulent être plus sociaux que sociaux, vont voter cette réforme? Et est-ce que l'aile gauche, ou ce qu'il en reste, ou ce qu'on appelle l'aile gauche de la Macronie, va voter? Est-ce que Mme Pompili et quelques autres qui ont des états d'âme vont voter? Donc il y a un suspense politique, et il y a un deuxième suspense qui est un suspense sociétal. Moi, j'ai l'impression que le pays se cabre. Je suis assez favorable à la retraite, je suis favorable à la réforme du gouvernement. Et je pense que cette réforme, elle est bizarrement pas bouclée, pas très bien bouclée. On voit les défauts, les problèmes sur les femmes, les carrières longues au dernier moment. Ouais. Donc et ça veut dire une chose, et j'y repense. Et c'est quelques conversations de la fin de vie avec François Mitterrand. J'en suis venu, après l'avoir été un peu oublié, à penser que profondément la retraite à 60 ans est, comme les congés payés, un acquis quasiment immuable. Alors qu'on le déplace à 62 ans, mais là, il y a une sorte de blocage sociologique. Les gens se sont appropriés cette retraite autour de 60 ans. Ils ne veulent pas bouger, c'est ça. Et en tout cas, pour les gens de peine, comme on disait au XIXe siècle, c'est un peu difficile d'admettre qu'on puisse travailler très tard. Pour rebondir sur ce que vous dites, Chloé, on est dans un moment où, c'est quoi? C'est le premier qui va craquer, c'est ça, entre le gouvernement et la rue? On est vraiment dans un affrontement à ce niveau-là? Effectivement, c'est l'impression que ça donne, mais moi, je me questionne profondément sur la stratégie qui est celle du gouvernement, parce que plus ils disent que ça n'est pas négociable et que de toute façon, ils ne céderont pas, plus l'opposition s'accroît dans la société. Et on a effectivement l'impression d'une réforme, moi, que je trouve très injuste sur le fond, parce qu'ils n'ont toujours pas réglé une question fondamentale qui est celle du sort qui serait réservé aux personnes qui commencent à travailler à 19-20 ans et qui cotiseraient 44 ans, voire 45 ans, plutôt que les 43 ans classiques. Donc ça, ils ne répondent toujours pas à cette injustice, alors que ça fait quand même maintenant plusieurs mois qu'on en discute. Ils disent qu'ils sont ouverts à la prise en compte de critères de pénibilité, mais on apprend avant-hier
que en fait, le port de charges lourdes, qui concerne notamment les déménageurs, n'est pas considéré comme quelque chose de pénible. Donc à chaque fois qu'ils disent qu'on peut négocier sur quelque chose, on a l'impression que c'est quand même tout ça est très improvisé, etc. Et puis sur la méthode, ils n'ont pas actuellement de majorité à l'Assemblée nationale. Il y a des gens dans la majorité relative qui s'opposent à cette réforme. Ouais. Et donc, il est question soit de recourir au 49.3, soit de recourir à l'article 47.1 de la Constitution qui permettrait au gouvernement de légiférer par ordonnance si l'Assemblée nationale, le Parlement met trop de temps à examiner le texte. Mais pour utiliser cet article, il faut qu'il y ait un critère d'urgence qui soit vérifié, qui se vérifie dans le cadre d'acceptation de... ou pas, c'est la question. Et donc ça, je ne pense pas que ça passera devant le Conseil constitutionnel. Et puis ce serait quand même un affront terrible. Vous avez quand même des millions de gens dans la rue qui perdent, qui se mettent en grève, qui perdent des journées de salaire. Est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat est contraint? On est au milieu d'un conflit de légitimité, Charles, à ce niveau-là. Vous avez beaucoup de gens dans la rue, puis il y a la légitimité du Parlement, avec un texte qui va arriver lundi dans l'hémicycle. Comment on sort de ce conflit qui semble... pour l'instant, aujourd'hui, insoluble? Moi, je pense que ça dépend de deux choses. D'abord, ce que vont faire les députés, les Républicains. Est-ce qu'ils vont ou pas voter ce texte selon ce qu'ils vont obtenir du gouvernement? C'est d'ailleurs un peu étonnant et instructif que ce soit les députés LR qui soient en train d'amender dans un sens plus social un texte sur les retraites. C'est quand même inattendu que les macronistes soient encore plus à droite que les républicains, mais c'est ce qui est en train de se passer. Donc si je peux faire une prédiction, je pense qu'ils vont obtenir un certain nombre de choses que le gouvernement va leur lâcher de manière très, très joyeuse et volontaire, et qui va permettre qu'ils votent ce texte. Et cette contestation s'éteindra toute seule avec le vote du texte. Moi, je pense que c'est ça. Ce que vous dites, Charles, juste, ce que vous dites, c'est que là, on parle beaucoup du Parlement, mais à partir du moment où cette réforme sera votée, vous pariez que la contestation s'éteindra. Moi, c'est mon pari. Après, je savais pas forcément mon souhait. En l'occurrence, je m'en fiche un peu de cette réforme des retraites. Pour être clair, je pense que de toute façon, le régime est mort et que plus personne ne compte sérieusement sur le régime de par répartition. Sur les caisses de l'État, oui. Enfin, on cotise des sommes considérables pour des retraites qui sont de plus en plus hypothétiques. Donc, bon. Mais par ailleurs, je pense que la contestation a dans les mains quelque chose, une espèce de brasier qui a pris forme, qui a pris feu, et c'est à eux aussi de savoir le transformer. J'entendais Martinez, les autres responsables syndicaux, les oppositions. Je pense qu'ils ont là quelque chose qui peut prendre forme et qui peut bloquer l'action gouvernementale, mais c'est à eux de s'en saisir. Je ne sais pas s'ils sont suffisamment déterminés pour le faire, parce que malgré tout, les retraites, c'est quand même pas un sujet galvanisant. On voit quand même qu'il y a des millions de personnes dans la rue. Comment le gouvernement, le Parlement peut prendre en compte cette colère aujourd'hui? Alors il y a les amendements, on parle de 20 000 amendements qui ont été déposés. Comment finalement trouver un compromis là-dessus entre la rue et le Parlement? Ouais, moi, ce qui m'attriste, en fait, c'est que sur le fond sur le fond des retraites et sur la technicité en fait de cette loi, c'est qu'on en parle finalement très peu. J'ai plus le sentiment que les syndicats, monsieur Martinez en première ligne et l'extrême gauche, de toute façon, prend ce projet de loi comme un alibi parce que depuis le mois de juin, il y a un monsieur qui veut être Premier ministre, qui ne l'est pas. Et en fait, tout est bon. Jean-Luc Mélenchon. Et que depuis le début, de toute façon, depuis le début de cette mandature, c'est des débats sans fin, une obstruction des séances. Et mon grand regret, c'est effectivement que le Parlement, que le travail parlementaire ne puisse pas se faire justement sur le sujet précis, de fond. Que vous redotez un blocage, c'est ça, on parle beaucoup de blocage. C'est ça, de blocage. Normalement, je ne sais pas, nos représentants, les amendements qui sont déposés sont des amendements de fond. Quel qu'il soit, le Parlement, normalement, nos représentants sont normalement des citoyens éclairés. On a vu les débats depuis le début de la mandature, en tout cas ce qui est... Ce qu'on peut reprocher quand même si on est partisan de la nécessité d'une réforme, parce qu'effectivement ça tient plus, ça craque. Ça tient plus. C'est quand même que regarde l'ambition initiale du macronisme, qui était fait finalement de rocardisme, c'est-à-dire cette consultation du bas vers le haut, de cette dimension CFDT finalement du social. Rien n'est au rendez-vous. On est passé de cette ambition-là, social-libérale, pour compléter le tour de table, et justement à une sorte de verticalité qui fait que la loi tombe dans une concertation dont on ne sait pas si elle a eu lieu vraiment. Et il y a eu quelques concertations quand même, il y a eu des discussions. Il y a eu des années de concertation. Moi, j'y comprends plus rien, très honnêtement. Depuis la première réforme systémique
systémique jusqu'à aujourd'hui, je ne mesure pas le niveau de concertation. Je n'y comprends plus rien. Moi, j'aimerais bien aller jusqu'au bout de ma pensée. Beaucoup de gens sont perdus. Pardon, Rachel, oui, je vois que je suis ouvert cette parenthèse. Très bien. Le truc, c'est que moi, je suis attachée justement à cette mutation de la société. Je partage votre position. C'est que ce système-là ne tient plus réellement. Mais par ailleurs, si on est dans l'évolution de la société, si on est sur les générations futures, il faudra bien une proposition de loi qui prenne en compte le rallongement de la vie. Donc je n'arrive pas à comprendre cette dichotomie entre notamment les écologistes qui sont sur le développement durable. J'ai le sentiment que sur les enjeux notamment de développement durable, qui est une conjugaison entre le pilier économique, social et environnemental et les yeux rivés sur les générations futures, que j'ai pas entendu, moi, beaucoup de personnes qui sont dans la rue nous parler des générations futures. Alors, ouais, on va attendre Elisabeth Borne, justement, qui a rappelé ce jeudi dans l'émission L'événement sur France 2, bien, la nécessité, selon elle, de cette réforme. Écoutez-la. C'est un effort et je mesure ce que ça représente pour beaucoup de Français. Mais ma responsabilité, c'est aussi de dire la vérité aux Français, de dire que si on ne fait pas cette réforme des retraites, c'est notre système par répartition qui ne tiendra pas. Chloé, il y a un défaut de pédagogie. On entend beaucoup ce mot en ce moment, de pédagogie de la réforme. Non, c'est simplement que le gouvernement assume des choix qui consistent à faire payer aux travailleurs le rééquilibrage du système de répartition et n'explore pas d'autres pistes qui seraient possibles pour l'équilibrer, ce système de répartition. On pourrait penser par exemple à les dividendes. Par exemple, les cotisations sur les très hauts revenus sont capées. Plafonner. On pourrait faire sauter le plafond. On pourrait aussi décider de mieux taxer les patrimoines. On pourrait décider d'imposer des cotisations sur les robots. Alors c'était une proposition qui avait beaucoup fait rire à l'époque où Benoît Hamon était candidat à l'élection présidentielle, mais de fait, il y a une robotisation, une numérisation de l'économie française qui ont détruit des emplois sans payer les cotisations nécessaires. Donc, ce que vous me dites, c'est cette mais réforme, bien sûr que c'est un choix politique. À chaque fois, il balaie. C'est pas une question de pédagogie, c'est une question de rapport de force. Et à chaque fois, sous couvert de dire on n'a pas fait assez de pédagogie, en fait, ils masquent le fait qu'ils font des choix politiques et ils balayent d'un revers de la main en disant non mais de toute façon, nous on veut pas augmenter les impôts, nous on veut pas appauvrir les retraités. Mais on ne parle pas, par exemple, des très grosses retraites. Il y a eu un article dans Libération hier qui est sorti sur la retraite que touchent notamment les anciens chefs d'État. Nicolas Sarkozy qui touche entre 2013 et 2019 680 000 euros de retraite que nous, on paye, quoi. Vous allez faire payer Nicolas Sarkozy pour la... Mais non, mais ça, c'est du symbole. C'est du symbole. 3 ou 4, c'est pas ça qui va changer les comptes de l'État. Oui, mais ça compte symboliquement, en fait. Le problème, c'est quand vous voulez faire payer plus des gens qui commencent à travailler à 19-20 ans, c'est-à-dire quoi? Les premiers de cordée, les gens qui sont des aides-soignants, les gens qui sont des chauffeurs, qui sont des... Je sais pas. Enfin, il y a un truc là qui ne passe pas et qui ne peut pas être compris. Charles, sur cette histoire de pédagogie, pour vous, le problème aujourd'hui, l'impasse dans laquelle on est, c'est un manque de pédagogie de la part du gouvernement? C'est ça la raison? Pour moi, c'est un manque de justice. Pour moi, le problème des macronistes, c'est qu'ils n'ont pas donné, à aucun moment de ce double quinquennat, pas encore terminé malheureusement, mais ils n'ont pas donné à aucun moment la moindre réforme de justice, le moindre signe de justice. C'est-à-dire qu'ils ont... Moi, j'observe qu'ils ont gouverné de manière absolument systématique, quelles que soient les décisions qu'ils aient prises, dans le sens de la préservation des intérêts des Français déjà les plus fortunés, et jamais dans le sens des pauvres. Et je considère, moi, que le pouvoir politique, il doit être du côté des pauvres. Il ne doit pas être du côté des riches. Les riches n'ont pas besoin... Je suis étonné par mais non, mais c'est basique, si vous voulez. C'est pas du tout être socialiste que de dire ça. C'est que moi, je suis pour le libéralisme, etc. Mais je suis pour aussi les correctifs du libéralisme. Par exemple, tu es social-démocrate. Par exemple, quand on est libéral, on est pour la concurrence libre et non faussée, on est contre les monopoles, et pour ça, il faut bien une autorité de régulation qui s'en occupe. Je considère que le rôle du président de la République, du gouvernement, c'est d'être du côté des gens qui ont besoin de lui, qui ont besoin d'eux. C'est pas vrai de dire que les grands patrons français, les grands groupes français, les grandes fortunes françaises, et même la bourgeoisie plus qu'on voit sur Instagram faire du ski en ce moment, ont besoin d'avoir de leur côté Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, les différents ministres. Ça n'est pas vrai. Ils n'ont pas besoin d'eux. Et je considère que le péché du macronisme, c'est d'avoir systématiquement gouverné pour ces gens-là
en donnant le sentiment, à mon avis, qui n'est pas complètement un sentiment, d'écraser ou de laisser écraser les classes les plus défavorisées. On a plein de problèmes en France de ce côté-là. On sait qu'on a des salaires qui sont très faibles, par exemple, dans beaucoup d'entreprises. Qu'est-ce qui a été fait pour que ces salaires soient augmentés? À mon sens, rien ou à peu près rien. Et donc, c'est difficile dans cette situation-là de demander aux gens de faire des efforts quand vous avez le sentiment, quand vous donnez le sentiment que vous n'êtes pas de leur côté. Merci Charles. Sur les barricades, Georges-Marc, est-ce qu'on est face à une crise politique? On se dirige vers une crise politique aujourd'hui? Et je ne sais pas, mais en tout cas, pour crise politique ou pédagogie, moi j'ai l'impression que c'est une affaire mal emmanchée, cette histoire de retraite, qui est beaucoup plus fondamentale, anthropologique qu'on le dit, quoi. On sort une réforme qui devait être systémique, casser la baraque, on nous resserre une réforme qui doit, au mois de septembre, selon les dires du président, servir à combler, à permettre de faire du développement, de financer la transition écologique. Et puis on nous explique 2 mois plus tard qu'en fait c'est pour équilibrer les comptes. En fait, donc, c'est mal emmanché. Ce dialogue-là, j'ai entendu Gisbert le dire, et je suis assez d'accord avec lui, un grand président comme Mitterrand, il aurait fait les yeux dans les yeux avec les Français. Expliquer la nécessité, la justice. Ces 2 critères. Ce dialogue entre le président et le peuple. Or, ce dialogue n'a pas été fait. Il n'y a pas de lien. Il y a une sorte de verticalité, la prise de relais l'autre jeudi par Madame Borne de ce discours qui passe pas, qui est contredit par Monsieur le maire, par Monsieur Darmanin. Enfin, c'est un brouillard alors que le dialogue entre le souverain et le peuple aurait dû se faire, il se fait pas. Et je crois aux forces de l'esprit. Absolument. Et en plus s'instille le tout dans le peuple, que finalement cette réforme est peut-être pas nécessaire et qu'elle va servir le bon plaisir du souverain. Et là, le doute s'instille, et c'est ça qui peut être un ferment insurrectionnel, ou en tout cas de refus de cette réforme. Le gouvernement a-t-il enfin pris la mesure du problème, d'un autre problème? Cette semaine, il a en tout cas dévoilé son plan pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme. 80 mesures pour ce que la première ministre considère comme une nouvelle étape dans le combat pour l'égalité des chances. Écoutez-la. Il est intolérable que des personnes puissent encore être mises au ban, blessées et parfois même tuées en raison de ce qu'elles sont, en raison de leur foi. Le gouvernement est pleinement mobilisé contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. C'est un combat qui nous rassemble, un combat qui nous guide, c'est agir pour l'égalité des chances, agir pour défendre la République et les valeurs de la France. Le combat contre la haine continue et continuera jusqu'au bout. Nous sommes déterminés. Chaque année, plus d'1 million de personnes subissent une discrimination ou une atteinte à caractère raciste ou antisémite en France. Ce sont les chiffres du gouvernement. Rachel, est-ce que le gouvernement, précisément, a enfin pris la mesure du problème avec ce plan ? Déjà, on va voir. Après, moi, je ne suis pas certaine qu'un plan et que ces annonces que l'on connaît, c'est-à-dire que sur le papier, on sait qu'on doit lutter contre toutes les formes d'intolérance, d'ailleurs. Ce n'est pas simplement l'antisémitisme, le racisme. Moi, ce qui m'interroge beaucoup, ce sont plutôt 2 points. D'abord, la citoyenneté, parce que moi, je suis attachée à ça et je pense que le travail de fond pour lutter justement contre le racisme, l'antisémitisme et autres, ça commence par la citoyenneté et très tôt, pas simplement en faisant des ateliers dans les lycées, mais à la maternelle, sur ce qu'est notre universalisme, notre humanisme à la française, en précisant aussi aux enfants que de toute façon, lorsqu'on commet ce genre d'acte, voilà, c'est un délit, c'est du pénal, voilà. Mais par ailleurs, j'interroge toutes ces associations qui, à mon sens, notamment SOS Racisme, qui, à mon sens, ont fait du mal à notre société. Pourquoi ? Parce que déjà, la manière, ces derniers temps, là, cette manière de lutter contre le racisme en scindant la société, en fracturant la société, en pointant du doigt les uns et les autres, avec une forme de victimocratie, ne fait pas du bien à la mise en place de l'égalité réelle. On va voir les mesures prévues par le gouvernement avec ce plan 2023-2026, ce plan qui prévoit une visite mémorielle obligatoire pour chaque élève, la formation des agents publics ou encore le testing des discriminations à l'embauche systématisé dans les entreprises. Georges-Marc, même question, est-ce que on y est enfin, on a vraiment pris la mesure du problème aujourd'hui ?
Écoutez, on peut se féliciter que le gouvernement fasse des évidences. Enfin, je veux dire, c'est évident qu'il faut lutter contre le racisme, l'antisémitisme, etc. Mais on l'a pas fait, de bonne manière, ce que disait Rachel, par exemple, sur SOS Racisme. Oui, je trouve que Rachel est un peu sévère. Oui. SOS Racisme a eu plusieurs époques et... concrètement, si aujourd'hui on fait du testing, c'est grâce à SOS Racisme qui a imposé cette technique. Alors on peut discuter. On envoie 2 candidatures d'emploi. On peut discuter de certaines de leurs positions, mais globalement, le bilan est globalement positif, comme aurait dit Georges Marchais. Ils ont installé quand même ces réflexes. Alors on peut discuter. Non, il faut que ça vienne des profondeurs. Et il faut que ça vienne des profondeurs du pays. Effectivement, la question de la citoyenneté à tous les étages est fondamentale, mais on peut aussi s'intéresser aux grandes déclarations des politiques sur l'antisémitisme, le racisme, et les mettre en regard de certaines décisions de justice. Je parle sous le contrôle de notre avocat ici présent, de déni absolu dans l'affaire Sarah Halimi, qui est ahurissant. C'est-à-dire que, bien sûr, que le président va faire de grandes déclarations, mais sur le terrain, concrètement, des juges, etc., ou à d'autres niveaux, ça se traduit pas. Il y a eu un plan, exactement le même plan en 2018, enfin pas exactement le même plan, mais un plan présenté par Édouard Philippe pour les années 2018-2020 contre le racisme et l'antisémitisme. Ça a donné quoi? Ça n'a rien donné? On n'a pas avancé en 5 ans? Non, mais d'abord, encore heureux que la justice soit indépendante et qu'elle ne soit pas liée par les déclarations du président de la République. Dans l'histoire Sarah Halimi, c'est la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris qui a jugé que l'auteur présumé, enfin le suspect des faits, le mis en examen, qui avait d'ailleurs reconnu les faits, donc on peut dire l'auteur, avait une abolition de son discernement au moment des faits. C'est une cause d'irresponsabilité pénale et aujourd'hui il est... c'est une histoire très complexe, on va pas rentrer dedans. Non, rien, non mais ça y est, c'est résumé. Donc aujourd'hui il est dans un hôpital psychiatrique au lieu d'être en prison. Moi je trouve que c'est remarquable, au contraire, que la justice française parvienne à s'extraire de l'opinion publique et des prises de position des hommes politiques et des médias. Sur cette lutte, etc., moi j'ai quand même un peu de mal à donner du crédit à ce que peut dire Madame Borne ou ce que peuvent dire les macronismes quand ils prétendent lutter contre le racisme et l'antisémitisme, alors que ce sont eux qui font tout pour avoir pour seul adversaire l'extrême droite, pour seul adversaire politique, tout en feignant de lutter contre elle. Ils font tout pour avoir des second tours contre l'extrême droite. Ils sont incapables d'assurer ce qu'on appelait avant l'arc républicain, je ne sais plus comment on appelait ça, le barrage républicain, le front républicain, merci, contre l'extrême droite. Et ça s'est encore vérifié récemment dans des législatives partielle. Donc je pense qu'ils sont un peu hypocrites, franchement. C'est de la communication, c'est incantatoire. Je pense qu'ils n'y croient pas. J'observe par ailleurs que ils vont faire du testing sur la discrimination à l'embauche, c'est très bien. Mais qu'ont-ils fait récemment, qu'ont-ils fait durant le précédent quinquennat pour les jeunes de banlieue, pour favoriser leur insertion sur le marché du travail ou dans les grandes écoles ou les universités? Ils n'ont rien fait. Nicolas Sarkozy avait fait les internats d'excellence, qu'on peut discuter. François Hollande avait fait les emplois aidés, qu'on peut discuter. Qu'est-ce qui a été fait sous Macron pour ces jeunes-là? Rien. Il y a une reproduction sociale en France comme jamais il y en a eu auparavant. Donc, leurs déclarations, moi, elles me font un peu penser, en effet, à des postures hypocrites qui seront suivies d'aucun effet. Et Chloé, vous êtes d'accord? Moi, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que dans ce plan, il y a des bonnes choses, c'est-à-dire mieux former les personnels, les agents publics à la question, à la prévention du racisme, de l'antisémitisme, aider à objectiver aussi ça avec ces trucs de testing. C'est important de libérer la parole sur la réalité du racisme en France. C'est comme ça qu'on a fait avec les violences sexistes et sexuelles avec MeToo. C'est quand on a libéré la parole que la société a pu regarder ce gros problème en face. Donc il y a des choses qui sont positives, mais j'ai envie de dire que si on veut vraiment abolir le fléau du racisme en France, qui brise des vies, qui tue, il ne suffit pas d'organiser des visites mémorielles pour dire qu'il y a 150 ans, il y avait l'esclavage. C'est très important. C'est pas efficace pour vous. C'est très important, mais c'est pas ça qui va régler le problème du racisme en France. C'est comme le disait Charles Consigny, briser l'endogamie des sphères du pouvoir politique, du pouvoir économique, qui ne reflètent pas du tout la diversité de la société française. Et donc pour ça, il faut mettre le paquet sur la question scolaire, briser les ghettos scolaires, qui recoupent des ghettos urbains aujourd'hui en France et qui sont un obstacle et qui favorisent la reproduction sociale. Il faudrait aussi s'attaquer, ce que ce plan ne fait pas, au racisme dans la police, au délit de faciès, qui est objectivé par le défenseur des droits et par tout un tas d'études. Aujourd'hui, on refuse d'imposer, par exemple, le système des récépissés de contrôle d'identité. Mais c'est insupportable de savoir que quand vous êtes noir ou arabe,
eh ben, vous avez je ne sais combien de plus de chances de vous faire arrêter par la police, de vous faire contrôler. C'est des humiliations au quotidien. 20 fois plus de risques d'être contrôlé que les autres, selon le défenseur des droits. C'est insupportable. Ça, c'est insupportable. Et franchement, ça n'est pas dans le plan. Et ce qui n'est pas non plus dans le plan, c'est le recours aux statistiques ethniques. Est-ce que ça vous paraît normal? Est-ce qu'il y a un tabou qui existe encore toujours en France là-dessus, Rachel? Il y a un tabou, mais en même temps, il y a des rapports qui démontrent... Est-ce qu'on a véritablement besoin de statistiques pour voir le réel? Je ne sais pas. Enfin, bon... Ça se discute. Si, quand même. Ça se discute. Le truc, c'est qu'effectivement, je suis entièrement d'accord sur reprendre cette problématique-là à la base. Mais comme vous l'évoquiez, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs périodes dans cette lutte anti-racisme, notamment de cette association que je citais tout à l'heure, SOS Racisme. Aujourd'hui, c'est de considérer aussi que le racisme n'a pas de couleur de peau, n'a pas de religion. Malheureusement, le racisme est partagé, peut-être partagé par tous, quelles que soient nos origines. Et ces formes d'intolérance-là, eh bien, effectivement, c'est plus qu'un plan qu'il faut mettre en place. Au fond, oui, Georges-Marc. Au fond, la réponse au racisme, c'est faire nation. C'est ça. Et la réponse, elle n'a pas été apportée ni par Macron, ni par Hollande, ni par Sarkozy. Faire nation. Voilà, et ce sens-là, cette définition. Ça veut dire quoi? Faire nation, c'est quels sont? Pardon d'être un peu conservateur, c'est la définition d'Ernest Renan. De 1865, je crois. C'est le discours à la nation, c'est-à-dire les valeurs auxquelles on adhère et ce référendum. Mais concrètement, dans la valeurs. Ça veut dire faire nation peut permettre en effet de faire reculer. Oui, c'est pas la seule. Mais attendez, c'est hyper vague. Parce que non, faire nation, c'est l'adhésion à des valeurs. C'est considérer que les valeurs sont supérieures à l'ethnie. Et comment vous voulez continuer à adhérer à des valeurs quand vous faites contrôler de façon intempestive par l'école? Voilà. Donc effectivement, le contrôle au faciès, est-ce que vous dénoncez à juste titre, ça n'est pas faire nation. Bah oui. Ah d'accord, bon. Et remettre l'école républicaine au centre depuis petit, apprendre à devenir des citoyens et participe à faire cette nation. Parce que nous ne sommes pas un peuple ethnique, nous ne sommes pas un peuple religieux, nous sommes un peuple politique qui nous retrouvons autour de notre désir. Sans mettre fin au racisme systémique. On dit beaucoup ça, mais excusez-moi, regardez la composition des cabinets ministériels sous Macron. Regardez la composition des banques chics d'affaires. Regardez la composition des conseils d'administration. Regardez qui est à l'École normale supérieure, qui est à Sciences Po, qui est à HEC, qui est au Collège de droit d'Assas. Regardez, voilà. Non, mais regardez ça. Et vous allez chercher là-dedans, et vous aurez bien du mal à trouver. Les petites choses. Vous allez chercher des gens qui sont nés en Seine-Saint-Denis. Merci. Bon, et vous ne les trouverez pas. Voilà. Et je suis désolé de dire que typiquement Macron, on attendait quand même un peu de lui. Après, peut-être qu'il était tellement flou que chacun a vu midi à sa porte. Mais on attendait un peu de lui qu'il fasse quelque chose là-dessus. On s'était dit, bon, la jeunesse, etc. Finalement, rien de rien. C'est ça la difficulté qu'on a. Et tous ces plans, tant qu'on réglera pas ça, ne serviront à rien. Mais tant qu'on ne se bat pas... Voilà, mais tant qu'on ne se bat pas... Il a le droit à ça, lui sur la question, justement, de la méritocratie, de l'école, d'aller s'arracher justement pour obtenir ces boulots-là. Alors évidemment, avec la justice, d'accéder en fonction de ses compétences aux mêmes droits et au même travail, au même poste. C'est ça le sujet. Mais aujourd'hui, il se passe des choses aussi beaucoup plus complexes. Vous avez parlé de 93, alors que là, on parlait de couleur de peau et d'origine plutôt ethnique, au fond. On va parler d'un autre social. dossier brûlant, le très brûlant sujet de l'immigration, parce que ce mercredi, le gouvernement a présenté un projet de loi pour expulser davantage les étrangers et régulariser certains travailleurs sans papier. Une manière aussi pour Gérald Darmanin de faire du pied à la droite. Écoutez-le. C'est avec un esprit constructif que l'on souhaite porter ce texte, qui est important pour les Français. Et je veux le dire qu'il fait des choses qu'aucun gouvernement n'a fait auparavant. Et je veux dire à mes amis LR, je crois qu'il faut se rendre compte que si nous n'expulsons pas des étrangers délinquants, c'est parce qu'il y a eu des dispositions qui ont été imaginées notamment par eux qui nous empêchent de le faire. Et qu'on ne peut pas faire à la fois la critique que nous n'expulsons pas assez et empêcher le ministre de l'Intérieur d'expulser par la loi. Charles, est-ce que les mesures de gouvernement vous paraissent intéressantes? Je vais juste peut-être les citer avant de vous interroger, vous les connaissez déjà, mais le gouvernement propose d'expulser davantage les étrangers qui représentent une menace grave pour l'ordre public, de réformer le système d'asile pour expulser plus efficacement ou encore de régulariser certains travailleurs en leur attribuant un titre de séjour valide 1 an dans les métiers dits en tension.
toute la question, ce sera est-ce qu'on le fait ou pas. Personnellement, je n'ai rien contre la double peine qui avait été supprimée par Sarkozy. À l'époque, à mon avis, pour plaire à une certaine gauche et dans un but politique, la double peine, c'est si vous êtes condamné par une juridiction pénale en France et que vous êtes de nationalité étrangère, on vous expulse du territoire à l'issue de l'accomplissement de votre peine. Ça me paraît pas extravagant de demander aux gens qui ne sont pas de nationalité française de se comporter correctement sur le territoire français et s'ils commettent un crime ou un délit, qu'on les raccompagne dans leur pays d'origine. Ça me paraît être comment dire, l'hospitalité, elle doit aller dans les deux sens. Donc je pense que ça doit être possible. Cette histoire de graves menaces sur l'ordre public, etc., je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Moi, ce que je pense simplement, c'est qu'on a à peu près un quart des détenus en France qui sont de nationalité étrangère. C'est pas très politiquement correct peut-être de le dire, mais la France n'est pas obligée de garder sur son territoire des personnes de nationalité étrangère qui commettent des crimes ou des délits. C'est le 29e texte sur l'immigration depuis 1980. Est-ce que c'est le bon, Chloé, celui-là ? Alors là, Mais pourquoi on n'arrive pas à régler ce problème, en fait, cette question de l'immigration ? Mais parce qu'on a pris le problème le problème, on a pris les choses... Déjà, le sujet a été passionnant. C'est-à-dire qu'on a perdu, je pense, nous, à gauche, la bataille du récit, et puis la bataille des faits aussi, parce qu'on a été incapable de réussir l'intégration. Je parlais des ghettos scolaires tout à l'heure, c'est quelque chose de très problématique. La bataille du récit, c'est quoi ? Elle a été gagnée par l'extrême droite sur l'immigration. L'immigration, c'est ancré dans l'inconscient des Français comme une sorte de tragédie submersive. Donc je pense qu'il faut ramener de la raison dans tout ça et arrêter de rendre la vie impossible à ceux qui veulent migrer sur notre territoire, parce que là, c'est la meilleure façon de ne pas réussir leur intégration, et il faut répéter et contredire le récit de l'extrême droite sur ce sujet. L'immigration peut être une grande chance pour notre pays, ça vient enrichir. On a des besoins dans le marché du travail. Regardez en Allemagne ce qu'ils font. Ils s'apprêtent à ouvrir les vannes de la migration et accueillir les gens dans de bonnes conditions parce qu'ils ont des grandes tensions sur leur marché du travail. Donc moi, dans cette loi, il y a notamment une disposition, mais qui va pas assez loin, mais pour assouplir effectivement l'immigration dans les métiers en tension. Ouais. Après, il y a la question de l'exécution des OQTF, les obligations de quitter le territoire français. On nous dit que seuls 20% de ces OQTF sont exécutés. En tant que républicain, on peut se dire, on est scandalisé par le fait que la loi ne soit pas respectée. Sauf que je pense qu'il y a derrière ça le fait qu'on fait des OQTF à tour de bras. Et on le voit souvent dans la presse, ça revient, des gens qui sont frappés d'OQTF alors que ce sont des jeunes qui sont en apprentissage, en boulangerie ou dans telle entreprise, et qu'on ne devrait pas frapper d'une OQTF. Donc je pense qu'il faut déjà, il y a un problème, il y a un trop grand nombre d'OQTF. Par contre, quand on décide, il faut qu'on s'accorde sur ce que... quand on décide, il faut l'exécuter, ça c'est clair, parce que sinon, vous brisez l'application de la loi et vous brisez la confiance, etc. Donc je pense que cette loi ne couvre pas tous ces sujets et puis renforce le récit, la petite musique qui vient de l'extrême droite. Qui est censée allier fermeté et humanité. C'est possible de faire deux en même temps? La traduction de ministre est gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Gérald Darmanin. J'ai dit ici, je crois, tout le bien que je pense de cette formule qui prend les Français pour des idiots. Non, qu'est-ce qui s'est passé en Macronie? C'est comment éviter que Marine Le Pen devienne présidente de la République. Au fond, c'est ça, cette loi. Cette loi s'est faite justement pour aller sur les terres de la droite et de l'extrême droite. Vous ne serez pas d'accord, mais c'est comment on va éviter, parce que finalement, ça obsède les gens. À tort ou à raison, en tout cas. Or, la réponse, c'est finalement une réponse macroniste. En même temps, être gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. Ce qui préoccupe les gens, et à mon avis les juristes, doit être deux choses. Et ce qui est devenu insupportable aux gens, ces fameuses obligations de quitter le territoire français. C'est devenu insupportable, ça c'est pas dans la loi, que 20%, 18%, 15% soient respectés. C'est insupportable sur le plan républicain, car après tout, les États-Unis ne sont pas un pays fasciste et on peut accueillir qui on veut sur son territoire.
Ça, je le pense profondément. Deuxièmement, le dévoiement du droit d'asile. C'est devenu n'importe quoi, le droit d'asile. Enfin, là aussi, je parle sous ton contrôle. Cette haute et cette grande, noble cause qui est liée à finalement l'identité de la France pour qu'on accueille, etc., a été totalement dévoyée. Donc, tout explose. Or, la réponse que fait le gouvernement français, c'est finalement un brouillard, gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. Donc, l'efficacité, l'armentine Marine Le Pen n'est pas du tout probante, et donc on va repartir sur une 30e loi depuis 1980. C'est un outil politique, c'est ce qu'il nous dit. Mais outil qui ne marche, hélas, marchera pas. Rachel. C'est véritablement le marronnier 30e proposition. Effectivement, moi je partage sur le droit d'asile notamment, mais le fait que l'immigration soit une richesse pour notre pays, c'est pas un scoop. Notre pays s'est fondé sur l'immigration, donc tous autour de la table, on est d'origine mais éperdument français. Et effectivement, on arrive dans une irrationalité à chaque fois de ce débat. Et comment vous l'expliquez L'irrationalité, oui, parce qu'on n'est plus, on n'arrive plus effectivement à mettre la raison au centre, à mettre le réel, les chiffres sur la table, à mettre les exactions et la manière d'y répondre. Et effectivement, le fait que ce débat sur l'immigration, qui est un enjeu politique majeur, qui doit être partagé par l'ensemble de nos représentants, il a été déporté vers l'extrême droite. L'extrême droite s'en est emparée et qu'on n'arrive plus à réfléchir autour de ce sujet. En tout cas, les oppositions ont réagi aux annonces du gouvernement et sans grande surprise, ça sera sans elle. Écoutez. Ils vont recommencer. C'est la 32e loi en 20 ans. Sans arrêt, des lois et encore des lois qui sont tellement inutiles, à part pour blesser et humilier. Les mesures individuelles qui peuvent aller dans le bon sens ne sont pas au niveau du problème qui est le nôtre en matière de dérégulation totale d'une immigration devenue anarchique, qu'on ne maîtrise, vous parliez de l'accélération des maîtrise plus du tout, alors qu'en revanche, et ça ne compense pas, si vous voulez, la création d'une forme de campagne de régularisation de clandestins, qui est un appel d'air, je le crois, à une immigration clandestine d'ailleurs nouvelle, qui espérera demain une autre régularisation. Bon, ce sera sans les Insoumis, sans le Rassemblement national. Et puis, les Républicains disent, non, on ne votera pas cette loi, ce projet de loi immigration. Comment vous expliquez ça, Charles ? Je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas pourquoi ils ne le voteront pas. Peut-être qu'ils estiment que c'est une loi inutile. Après, moi, je pense qu'il ne faut pas faire d'angélisme quand même sur l'immigration. On sait que le climat, les phénomènes d'accroissement de population dans beaucoup de pays, en Afrique notamment, vont conduire à des vagues migratoires supplémentaires et qu'on ne pourra pas forcément toutes les accueillir, surtout avec le système social qu'on a, qui est universel et qui fait que ça nous coûte aussi de l'argent d'accueillir de l'immigration, même si ça peut nous en rapporter par d'autres aspects. Donc je crois que c'est un sujet qui est difficile. Personne n'a envie de voir des policiers faire la chasse aux étrangers, etc. Mais c'est un sujet qui me paraît pas pouvoir être traité avec des bons sentiments. On va reparler des Républicains. Se dirige-t-on, avec cette question, vers une meilleure protection de l'IVG en France ? Cette semaine, le Sénat a donné son feu vert à l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. Le grand artisan de cette adoption, c'est lui. Regardez. Chers collègues, je vous propose d'effacer totalement la proposition qui nous vient de l'Assemblée nationale pour écrire que la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse. La loi Veil pourra continuer à évoluer. Vous savez que si elle avait été cristallisée dans la Constitution, aucune évolution n'aurait été possible, y compris celle des dernières années. Chloé, cette adoption par le Sénat, c'est une victoire pour le droit des femmes ? Non, mais c'est une victoire, c'est une avancée. Mais moi, ce qui me révolte, je vais le dire comme ça, c'est la réécriture du Sénat de l'article qui avait été adopté par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale avait adopté un article qui disait que la Constitution doit garantir l'égal accès au droit et l'effectivité du droit à l'avortement pour toutes les femmes. Beaucoup parce qu'on va voir la rédaction effectivement du Sénat. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse. C'est l'amendement qui a été adopté par le Sénat. Ça, c'est la formulation du Sénat. Mais pourquoi, en fait ? Pourquoi ces hommes blancs vieux au Sénat vont réécrire ainsi l'article adopté par l'Assemblée nationale et préférer surtout une formulation plus faible ? Parce que quel est l'intérêt de mettre et de garantir le droit à l'avortement dans la Constitution ? On voit que dans les démocraties en Europe, aux États-Unis,
l'avortement est menacé, et il n'est pas toujours menacé de façon frontale, comme c'est le cas dans plusieurs États américains qui ont carrément interdit l'avortement, mais dans des États, par exemple, comme la Hongrie ou dans des régions qui sont gouvernées par l'extrême droite en Espagne, on va non pas interdire le droit à l'avortement, mais chercher à humilier et à stigmatiser les femmes qui souhaitent avorter, en les obligeant à une consultation psychologique, en les obligeant à écouter le cœur de leur fœtus. C'est le cas en Hongrie, c'est le cas aussi en Castilla et Léon, en Espagne. Et donc, quand on met dans la Constitution qu'on doit garantir l'effectivité du droit à l'avortement, on protège les femmes contre ce type d'atteinte insidieuse à leurs droits reproductifs et sexuels. Et ça, c'est fondamental, parce que demain, ça peut être menacé par une formulation... Le Sénat l'avait refusé il y a quelques mois. Le Sénat accepte aujourd'hui, avec cette formulation qui a donc été réécrite par Philippe Bas. Rachel, c'est quand même important, cette avancée du Sénat sur cette question, et qui pourra peut-être donner, on va en reparler, mais qui pourra peut-être déboucher sur quelque chose ensuite au niveau constitutionnel. Oui, c'est important. Alors, c'est vrai que je ne reviendrai pas sur les hommes blancs qui prennent la parole, mais parce que si on part de là, ça voudrait dire que finalement, en termes de racisme ou d'antisémitisme, j'aurais dû être la seule à prendre la parole. Donc, donc c'est... Bon. Mais sur le fond, je repense à nos pères... ceux qui ont écrit la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc., je pense, qui se retrouvent aujourd'hui ou la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui se retrouvent dans le préambule de la Constitution. Si on devait l'écrire aujourd'hui, je pense qu'on mettrait cette liberté-là, ce droit des femmes-là, dans la Constitution. Donc, pour moi, ça apparaît effectivement comme une avancée. C'est une avancée, Georges Marc. On est dans le symbole, mais les symboles sont aussi importants. Oui, bien sûr, c'est une avancée. Enfin, la constitutionnalisation, après les nuances, juridiques, je ne les connais pas bien. La constitutionnalisation, oui, protège, mais il faut savoir qu'on est dans des institutions qui peuvent être dangereuses. Ce qui a été fait peut être défait, même au niveau constitutionnel. Hein. Donc oui, c'est une avancée. Et effectivement, les tentatives révisionnistes sur l'avortement, sur le racisme, elles reviendront. Et il faut être d'une extrême vigilance par rapport à ces tentatives de remettre en question la liberté du corps des femmes, l'avortement et toutes ces conquêtes. Et qu'elles sont insidieuses, on le voit bien, en effet, en Hongrie, en Pologne, etc. Et nul n'est à l'abri en France de choses qui peuvent être catastrophiques. Maître Consigny, là-dessus, sur cette... Alors, on débat beaucoup de rédaction de l'article, mais protéger l'IVG dans la Constitution, à quoi ça sert? Une question simple. Ça permet... c'est plus difficile de modifier la Constitution que de modifier la loi. Et donc, ça permet de faire en sorte que si demain on a une majorité de députés, une majorité parlementaire, même députés et sénateurs d'ailleurs, d'extrême droite, et qu'ils se mettent à soit faire quelques restrictions à l'IVG, soit même à... Imaginons l'interdire, même si ça me paraît quand même en France un peu difficile à imaginer. Ils ne pourront pas le faire tant qu'ils ne pourront pas promulguer des lois qui seront en contradiction avec la Constitution. Sauf s'ils modifient la Constitution. Ils seront censurés par le Conseil constitutionnel. Il faudrait qu'ils modifient la Constitution pour y parvenir, ce qui est techniquement plus compliqué, plus difficile. Moi, je trouve qu'on constitutionnalise beaucoup de choses. Je ne suis pas toujours certain de l'urgence à le faire. Là, je peux comprendre que ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui se passe dans l'Est de l'Europe angoisse les démocrates et les progressistes, et que donc on souhaite faire ça pour se prémunir d'un éventuel risque. Je suis pas sûr qu'on surréagisse pas un peu, voilà. Après, pourquoi pas? J'aurais pas voté contre ces propositions si j'avais été parlementaire. Alors justement, le groupe LR au Sénat, on en parlait, a très majoritairement voté contre l'amendement de Philippe Bas, mais les choses pourraient être un peu différentes à l'Assemblée nationale pour les députés LR. Écoutez. Est-ce que vous êtes pour l'inscription dans la Constitution du droit à l'avortement? Oui, j'ai voté à l'Assemblée nationale dans ce sens. Et si j'étais sénateur, je voterais également dans ce sens. Je voterais l'amendement de Philippe Bas, qui est questeur du Sénat, mais qui a été président de la Commission des lois, qui a introduit un amendement qui me paraît, dans sa rédaction constitutionnelle, beaucoup plus pertinent en parlant de liberté de la femme à choisir sa grossesse.
Chloé, il y a quand même une évolution des mentalités sur cette question. On voit Éric Ciotti, on voit d'autres députés LR qui, effectivement, disent maintenant, oui, il faut constitutionnaliser ce droit. Oui, c'est certain que c'est assez surprenant de voir comme ça un député LR comme Éric Ciotti se prononcer en faveur de l'inscription du droit, de la liberté, à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Mais le diable se cache dans les détails. L'intérêt de la formulation de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire garantir l'effectivité de l'accès au droit à l'avortement, permet dans la pratique de mettre en œuvre cette effectivité qui aujourd'hui, même sur le territoire français, n'est pas toujours garantie parce que vous avez notamment ce qu'on appelle la clause de conscience, que je trouve personnellement, moi, très dommageable. Je suis désolée, je trouve que ça ne devrait pas exister des médecins qui font valoir leur clause de conscience. Ils doivent procéder à cette opération. Je ne vois pas... pourquoi on continuerait à accepter ça? Parce que, par exemple, en Italie, vous avez 70% des médecins qui la font valoir. Donc ça, c'est un obstacle concret à l'effectivité du droit à l'IVG. Si vous habitez dans le fin fond du territoire et que, vous n'avez pas 15 000 médecins qui sont capables de procéder à un IVG et que tous font valoir leur clause de confiance, votre garantie effective à ce droit-là n'est pas respectée. Voilà, c'est à ça que ça sert aussi. Cette formulation dont on va reparler, et cette inscription dans la Constitution. Le texte il va repartir à l'Assemblée nationale, donc on reparlera bien sûr de ce sujet dans nos prochaines émissions. Autre question, faut-il taxer les plus riches pour sauver la planète? C'est notre dernier thème. Selon une étude du laboratoire sur les inégalités mondiales publiée cette semaine, les 10% les plus riches sont responsables de la moitié des émissions de CO2 au niveau mondial. Écoutez l'un des auteurs de ce rapport, c'était il y a quelques mois. Classes populaires, dans leur immense majorité, en France aujourd'hui, c'est le cas aussi dans les autres pays du monde, même si elles ne se disent pas écolo, même si elles ne se pensent pas écolo, elles sont de facto beaucoup plus écologiques que les classes moyennes et que les classes aisées. Il faut mettre à contribution, pour commencer, ceux qui peuvent faire la transition. Et quand on n'a pas d'alternative, évidemment, c'est compliqué. Le deuxième point, c'est qu'on a besoin d'un système fiscal qui fonctionne, même indépendamment de la question climat. Et là, je pense qu'on a besoin d'un système fiscal qui mette à contribution les plus aisés. Les 10% les plus riches sont responsables de la moitié des émissions de CO2 au niveau mondial. Georges Marc, est-ce que ce chiffre vous étonne ? Oui, je ne sais pas comment il est trouvé, probablement qu'il est, assez choquant. Et au fond, c'est les disproportions par classe sociale, mais aussi territoriale, qui sont frappantes. Parce que faut-il taxer les... Bien sûr que la solidarité, elle doit fonctionner, mais elle doit fonctionner entre les classes sociales, mais aussi entre les pays. Parce qu'en fait, si demain la France mène une lutte impitoyable pour la transition écologique, elle est toute seule à l'intérieur de l'Europe ou à l'intérieur du monde, ça ne marchera pas. Donc la solidarité, je ne répondrai pas au niveau de taxation, elle est valable pour les classes sociales, pour les individus, et pour les pays. Si Poutine ne règle pas son problème en Sibérie avec la fonte des glaces qui va dégager des bactéries qui datent de la préhistoire et qui vont, etc., si la Chine ne calme pas, si l'Allemagne n'arrête pas le charbon. Donc c'est aussi bien des problèmes de classe sociale, c'est très à la mode de taxer les riches, mais aussi des disparités régionales et nationales. La taxe qui est proposée, c'est une taxe progressive sur les richesses des 0,1% des plus aisés dans le monde. Ça permettrait de générer 1100 milliards de dollars par an. Parfait. Parfait, Charles. Moi, je me méfie des mesures qui vont consister à contrôler les gens selon leur émission de carbone. Je sens que c'est quelque chose qui, évidemment, démange les gens de gauche parce qu'ils vont voir là un bon moyen de punir leurs voisins qui gagnent plus d'argent qu'eux. Moi, je reste sur ce sujet-là très basiquement de droite. Je pense que parfois, quand votre voisin gagne plus d'argent que vous, c'est qu'il travaille peut-être un peu plus, qui se lève un peu plus tôt. Donc pour vous, il ne faut pas taxer pour sauver la planète. Non, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses pour sauver la planète, mais je crois que cette obsession de la taxe qui anime beaucoup de gens, et à mon avis, beaucoup par jalousie, hein, je dis les choses comme je les pense, n'est pas féconde. Je crois qu'on peut faire beaucoup d'autres choses pour, par exemple, la Chine, que Georges Marc a cité, fait énormément de choses en réalité, contrairement à l'idée qu'on s'en fait, pour la transition énergétique, dans les panneaux solaires, dans beaucoup de sujets comme ça, en plus à très grande échelle. Et donc, je crois qu'on peut inventer beaucoup de choses sans aller vers un système où on va se mettre à regarder finalement combien de voitures chacun possède, combien de fois il prend l'avion par an, à combien de degrés il chauffe son appartement. Moi, j'ai pas très envie de rentrer dans ce système-là. Oui, c'est de l'écologie punitive, c'est ce que j'entends à ma gauche.
Non, moi je crois que ce que montre ce rapport, c'est que l'écologie est un socialisme, en réalité. Voilà, c'est la même chose que ce que je dis. Mais moi je trouve que c'est très bien, qu'on ne pourra pas respecter les limites planétaires sans réduire drastiquement les inégalités, sans ramener les riches sur Terre. Et je parle des 1% les plus riches, pas de son voisin. Sans mettre en place une gouvernance démocratique des biens communs, l'eau, l'air, la terre. Et donc, les propositions que formule ce rapport pour ce faire me semblent bienvenues, c'est-à-dire une taxation notamment sur le patrimoine des plus riches, la mise à contribution de l'impôt mondial sur les sociétés qui a été adoptée dans le cadre de l'OCDE pour abonder un fonds climat. On pourrait aussi penser à une tarification progressive de l'énergie, de l'eau, puisque le fait que les plus riches aient une empreinte carbone délirante et éminemment plus supérieur aux plus pauvres, c'est aussi le fait qu'ils consomment énormément d'eau, énormément d'énergie pour arroser remplir leur piscine ou voyager en jet privé, etc. Donc il faut se mettre à mieux taxer ces émissions carbone. Mais je pense que là, avec ce rapport, on a la démonstration que l'écologie... On savait que ça n'aurait pas été démocratique déjà et soutenable de faire reposer l'effort sur les plus pauvres, mais on sait désormais que c'est aussi impossible. Donc je crois que c'est très utile. Donc l'écologie doit être radicale, c'est ce que nous dit Chloé, d'une certaine manière, Rachel. En tout cas, de prendre la mesure et la responsabilité au niveau international, effectivement, de changer complètement de prisme pour qu'il y ait effectivement cette solidarité. Parce que lorsqu'on regarde ce rapport, les inégalités, effectivement, elles se situent au sein des États mêmes. Et alors, aux États-Unis, c'est colossal, la disparité est colossale lorsqu'on regarde les chiffres. Et puis, entre les États, c'est vrai que la question du dérèglement climatique aujourd'hui, alors que nous, en Occident, on consomme énormément, l'impact est extrêmement fort, notamment en Afrique. Moi, j'ai des tantes aujourd'hui qui vivent, il n'y a pas de canicule, c'est-à-dire qu'elles vivent constamment à 40 degrés parce qu'elles sont proches du Sahel, et donc il n'y a plus d'eau. Voilà, l'agriculture, c'est catastrophique. On parlait de l'immigration tout à l'heure, mais l'immigration climatique, elle se fait parce qu'on ne peut pas vivre là-bas. C'est-à-dire que les conditions, c'est l'enfer sur Terre. Donc effectivement, d'avoir soit des entreprises... Alors Apple, par exemple, que j'ai analysé les chiffres d'Apple. Apple consomme un bilan carbone qui équivaut par an à celui de Paris. Et aujourd'hui, il fait des petites mesurettes pour compenser, la restauration des forêts. C'est une forme de greenwashing. Moi, je suis pour une responsabilité des personnes qui ont un impact beaucoup plus fort que les plus pauvres, qui ont un impact et qui subissent surtout la question du dérèglement et des pollutions et autres. Oui. Très rapidement, ça veut dire changer de modèle de société. Georges Marc, si je comprends, si j'ai bien compris, mondial, tout ce qui, voilà. Dans la créativité, il ne s'agit pas de faire du stalinisme et du flicage généralisé. C'est pour ça que je suis assez d'accord avec la tentation de fliquer les gens, etc. Il faut arriver à le faire de façon démocratique. Je pense que c'est un énième test de la capacité de la puissance publique à défendre une conception universaliste de l'émancipation. Dans le respect des limites planétaires, contre ceux qui veulent s'en émanciper et faire sécession. Un exemple qui peut-être va vous sembler ridicule, mais on a supprimé les bras zéro sur les terrasses en France. Vous savez, les fumeurs sont obligés maintenant de se peler. Déjà qu'ils n'ont plus le droit de fumer à l'intérieur, ils peuvent même plus fumer au chaud. On a supprimé. Évidemment, ça ne sert à rien sur le plan climatique, ces bras zéro. C'est infinitésimal. On l'a fait pour le symbole, on l'a fait pour changer quelques oui, mais on le fait pour le plaisir d'emmerder son prochain. Et moi, je me méfie de cette tentation-là. Et au nom de l'écologie, vous allez voir qu'on va devoir tout accepter. Comme chaque semaine, on termine l'émission par un top flop. Une question simple à chacun d'entre vous. Quelle personnalité a marqué l'actualité en bien ou en mal? On va commencer avec vous, Georges Marc. C'est un top un peu particulier cette semaine. Oui, c'est la disparition de Philippe Tesson qui a été... qui a probablement animé, était présent sur cette antenne et qui est très proche du producteur Alexandre Amiel, qui a été mon premier patron. Moi, je me souviens que à l'époque où il y avait encore, c'était au XXe siècle, une presse écrite, le quotidien de Paris, plus encore que Libération, brillait de tous ses feux. C'était un journal paradoxal, totalement anard, avec des anards de gauche, des anards de droite. Et c'était moi le journal où je rêvais d'entrer. Et que j'ai été accueilli dans ce journal totalement foutraque et créatif, avec beaucoup de bonheur. Et que ce patron-là était
bienveillant, plus fou que nous, et qu'il a donné sa chance à plein de journalistes de talent, etc. Vous n'imaginez pas. Donc c'est un homme de liberté, de créativité, un amoureux du théâtre, un amoureux de la littérature. Enfin, c'était l'époque presque balsacienne où il y avait de la presse écrite et comme le disait Geneviève Dorman, il y avait toujours une lumière allumée. C'était un journal la nuit où on pouvait s'arrêter pour les insomniaques. Et le quotidien de Paris, c'était ça. Oui. Charles, vous vouliez aussi parler dans votre top de Philippe Tesson. Oui, moi aussi, j'ai eu la chance de le connaître un peu. Et notamment, je l'ai croisé plusieurs fois grâce au magazine Le Point. Et je l'ai connu aussi dans ma campagne législative, là, toute récente, puisque Philippe Tesson habitait à Chatou, où j'étais candidat. Et je me souviens qu'il nous avait reçus très gentiment pendant un assez long moment avec mes jeunes militants. Et tout homme de 94 ans qu'il était, il les avait complètement charmés et complètement bluffés par son intelligence, par son humour. Voilà, donc c'était vraiment un homme merveilleux, Philippe Tesson. Rachel, votre top et votre flop de la semaine? Alors, mon top, Amélie Oudéa-Castéra, parce que j'ai adoré... Ministre. Oui, ministre des Sports, parce que j'ai adoré comment elle a répondu, notamment au président de la Fédération française de football. Ouais, Le Gret. Voilà, et exactement. Et mon flop, ce serait la tonne d'amendements à l'Assemblée nationale. Voilà, par rapport à cette proposition de retraite. J'aurais aimé d'avoir un débat sur le fond avec des expertises et que les lois puissent se construire. Et on l'aura peut-être la semaine prochaine. Chloé, votre top et votre flop? Moi, mon top, c'est le texte qui a été adopté jeudi par le Parlement européen pour reconnaître la présomption de salarié pour les travailleurs des plateformes, donc les gens qui livrent des repas à vélo notamment. C'est 4 millions de travailleurs qui seraient potentiellement salariés à travers l'Europe et qui sont aujourd'hui dans un faux statut d'indépendant, enfin bref, qui les précarisent. Et votre flop? Mon flop, ce sera très rapide, ce sera l'interview d'Elisabeth Borne de jeudi soir, qui n'aura pas contribué à améliorer le débat et la situation. Merci beaucoup, merci à tous les quatre, c'est la fin de cette émission. Merci à vous derrière votre écran, on me dit dans l'oreillette que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, alors un grand merci à vous, continuez, vous pouvez aussi nous retrouver en replay et en podcast. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même endroit, bye bye.